la première chose, l'expérience que j'ai vécue à Lille quand deux pères aidantes sont arrivés dans l'équipe, c'était Myriam et Corinne à l'époque, c'est que ça a beaucoup libéré la parole au sein de l'équipe et mes collègues qui parlaient jamais d'eux, c'était presque dans la déontologie professionnelle de jamais parler de soi, ont commencé à raconter des histoires personnelles. Et ça, c'était assez nouveau. Ensuite, ce que je me suis aperçu, c'est que quand on avait des désaccords dans l'équipe, que l'un pensait blanc et que l'autre partie pensait noir, souvent les médiatrices mettaient tout le monde d'accord avec une position qui était un peu, en quelque sorte, un peu l'avocat de l'usager, de la personne qu'on suivait, et qui sonnait tout de suite très juste, puisque elle ramenait un cœur à cœur qui était issu de la rencontre avec la personne, qui sonnait très juste et qui nous mettait tous d'accord. Donc ça, c'est quelque chose de extrêmement précieux qui m'a fait dire très vite que moi, je ne pourrais plus aujourd'hui exercer mon travail de psychiatre sans médiateur de santé père, sans travailler avec un père aidant, parce que sans avoir à côté de moi quelqu'un qui va c'est comme un aiguillon en fait qui nous réajuste et qui nous remet sur le droit chemin, parce qu'on a très très vite tendance en tant que soignant à projeter nos idées, nos réflexions qui vont déformer entre guillemets notre travail et qui vont faire qu'on va pas être exactement dans la juste ligne, qui est, comme le disait très bien Hélène Glover, qui est une père aidante australienne. Elle disait la première chose qu'on vous demande, c'est si vous n'arrivez pas à nous aider, à faciliter notre établissement, c'est d'abord de ne pas nuire à notre établissement. Et rien que cette première étape, ne pas nuire au rétablissement, le père aidant fait énormément pour ça. Alors, moi, ce que j'ai pu observer durant mon intégration, parce que n'oublions pas qu'en 2012, il s'agissait d'une première promotion, une première, donc nous étions avec une posture de nouveaux acteurs qui étaient plus ou moins reconnus professionnellement, avec un savoir qui était discuté, qui n'était pas, je dirais, intégré et reconnu de fait par tous les professionnels. Donc, dans un premier temps, il a fallu nous intégrer. Alors, je vais parler pour moi. En ce qui me concerne, l'intégration s'est faite essentiellement par l'observation des pratiques professionnelles, comprendre ce qu'est la pratique d'un psychiatre, ce qu'est la pratique d'une infirmière, ce qu'est la pratique d'une neuropsychologue, d'une ergothérapeute et comprendre le sens du travail d'un service spécialisé en réhabilitation psychosociale. Alors, lire les choses et les comprendre, c'est une chose, bien évidemment, mais ensuite, dans la pratique, c'est autre chose. Mais je dirais le temps d'intégration, d'identification et de reconnaissance a été plus long pour les professionnels que pour les usagers. Les usagers m'ont tout de suite accueilli, j'allais dire naturellement et de fait, en moins de 2 semaines, c'était fait. En moins de 2 semaines, ils avaient compris. En moins de 2 semaines, les ressources sur lesquelles j'appuie ma pratique, à savoir l'espoir et l'identification, ont fonctionné. En 2 semaines, j'avais avec eux une relation qui tendait vers l'horizontalité. Par contre, avec l'équipe, ça a été plus long. Plus long parce que plus ancré dans sa formation. Moi, je pense que tous les professionnels, on forme des étudiants et les professionnels, et ensuite, il faut les déformer. C'est plus simple de former les étudiants au savoir expérientiel et c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué de déformer les professionnels pour les initier au rétablissement et à la pérévence. Ça, c'est cette difficulté-là. Il y a une autre difficulté, c'est que souvent, il y a des phénomènes de routine, de chronocisation qui s'installent, de manque de temps. Le premier mot dont nous, les usagers, souffrons, c'est l'ignorance de la société au sens large, mais aussi des professionnels de la santé en ce qui concerne le rétablissement et la santé mentale. Donc, toute la difficulté, c'est que la rencontre des savoirs devienne opérante.
C'est accueillir l'autre, accueillir l'inconnu. Pour moi, c'est un choix délibéré que je fais et c'est compliqué. Ça ne va pas de soi. Accueillir l'inconnu, ça fait peur par définition à tous. Et puis surtout, il y a autre chose que je voudrais dire par rapport à certains collègues de travail. Accepter un savoir qui ne leur aurait pas été enseigné durant leur formation et de surcroît qui leur serait inaccessible, ça a été un véritable processus de deuil pour certains. Ça a été très compliqué en tant que professionnel d'admettre qu'il y aurait une forme de savoir qui leur échapperait. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui s'est joué. Et la meilleure façon de distiller du savoir expérientiel, de lutter aussi contre la stigmatisation, c'est la rencontre. Rien n'est plus opérant que la rencontre entre un usager qui est formé, qui a un niveau de rétablissement suffisant et qui est capable, dans un esprit de co-construction, de partager avec des professionnels. Il faut laisser le temps pour que la rencontre, encore une fois, devienne opérante.